Envie de faire des économies? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui encore, on va vous donner des bons plans pour mieux dépenser votre argent. Avec autour de la table Quentin, Romaric et Antoine. Ça va? Très bien. Bonsoir. Ouais. Alors, Antoine, il va falloir m'expliquer parce qu'on est au mois d'octobre et t'as encore plutôt ta chemise hawaïenne. Alors, la règle est simple. Je porte des chemises hawaïennes jusqu'au mois de novembre et ensuite je me transforme en lutin de Noël pour préparer la saison des fêtes. Ok, ben j'ai hâte. Il faut que ça passe vite pour qu'on puisse voir ça. Dans un instant, on parlera du prix de l'eau, des livraisons à domicile, mais aussi des faux agents Enedis. Attention aux arnaques. Mais avec toi, Antoine, on parlera du crowdlending. Le crowdlending. Qu'est-ce que c'est En gros, c'est le prêt entre particuliers. Je t'expliquerai ça tout à l'heure. Ok, ça marche. Bon, on voit ça dans un instant. Bienvenue dans Plein les poches. Peut-être avez-vous déjà entendu les termes B2B ou B2C, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Explication avec Jean-Loup Delmas. B2B, B2C, C2C, to be or not to be, ces notions apparaissent de plus en plus en économie. Et vu le niveau en anglais de nos chers compatriotes, on s'est dit que ce serait pas plus mal de vous expliquer le tout avec une pomme. Commençons par le B2C. Je suis une entreprise, je vends des pommes directement à des consommateurs. Business to consumer, B2C. Maintenant le B2B, business to business, une entreprise qui va vendre à un autre professionnel, c'est-à-dire à une autre entreprise en gros. Typiquement le producteur de pommes qui va vendre un gros sac de pommes à une enseigne de supermarché. Maintenant, si mon enseigne de supermarché transforme ce sac de pommes en jus de pomme qu'elle vend au consommateur, on parle de B2B2C, business to business to customer. Le C2C, c'est quoi? Eh bien, c'est du consommateur au consommateur, c'est-à-dire du particulier au particulier. Par exemple, j'ai un pommier chez moi, je récolte des pommes, je les vends à un ami, c'est du C2C. Si par contre, c'est une entreprise qui rachète mes pommes, on parle de C2B, du particulier jusqu'à l'entreprise. On peut même parler de C2B2C si l'entreprise qui rachète mes pommes les revend ensuite à d'autres particuliers. Customer to business to customer. Allez, maintenant, suite à tout ça, vous pouvez comprendre de vous-même ce que veut dire A to B, to C, to E, to F, to A. Mais non, on rigole. Il suffit d'ouvrir son robinet et elle coule sans fin, du moins pour le moment. Je parle évidemment de l'eau. Alors, vous êtes plutôt eau du robinet ou en bouteille? Le juste prix de l'eau, c'est avec Romaric. Je devrais compter, Romaric, combien j'ai dit 2 fois le mot eau dans mon introduction. Tu vas le redire encore pas mal de fois. Parce que l'eau, justement, il faut en boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Et en général, on a 2 choix, soit l'eau du robinet, soit l'eau en bouteille. Je ne sais pas quel est votre favori à vous. Vous buvez de l'eau en bouteille plutôt? Ouais, moi c'est kiff-kiff. Bouteille en verre à la maison par contre. Ouais, pareil, bouteille en verre à la maison. Et fontaine à eau ici. C'est écologique, ben voilà, c'est parfait, c'est écologique. Parce que tout ça, ça a un coût écologique, mais ça a un coût aussi financier. Donc, pour commencer, on allait demander dans la rue un petit peu aux passants s'ils buvaient de l'eau en bouteille de manière générale. Ok. Oui, j'en bois pas trop régulièrement, mais j'en bois quand même souvent. Oui, on boit quasiment que ça. On est 4 à la maison, on doit être à presque 2 packs, ça fait 12 bouteilles semaine au moins. Parce que c'est vrai qu'elle a un goût très neutre. Alors que l'eau du robinet, même mise au frigo, pour qu'on essaye les Brita, là, les carafes, pour le coup ça fait un vrai budget. Alors oui, de l'eau en bouteille, j'en consomme. Je consomme pratiquement que ça, sauf quand je vais au restaurant où c'est la carafe d'eau. Donc là, par contre, voilà, c'est l'eau de ville en fait, quoi. Alors pour nous, c'est une nécessité. En fait, on n'a pas trop le choix puisque j'ai mis sur le circuit un système de décalcification. Donc l'organisme ayant besoin de calcium et du coup donc on n'a pas le choix, on doit prendre des bouteilles. Et il n'y a que des bouteilles plastiques qui soient de prix abordable et qui soient suffisamment légères entre guillemets pour pouvoir un transport à domicile, quoi. Ouais, ça m'arrive. On va dire qu'on a été tous entre parenthèses renfermés dans un, je vais pas dire vice, mais on nous fait penser qu'il faut boire forcément l'eau des bouteilles, pas forcément celle du robinet. Pendant une période, j'ai bu de l'eau en bouteille pendant genre 3 ans. Et en fait, j'ai appris que dans l'eau en bouteille, il y avait des microplastiques et que c'était pas forcément bon pour la santé. Du coup, j'ai acheté un filtreur il y a pas longtemps. Bonne astuce. Ouais, c'est une bonne astuce. Ouais. On voit quand même qu'il y a pas mal de monde qui boit de l'eau en bouteille. C'est souvent un choix, hein. Ça peut être dû au goût, ça peut être dû au poids. Parce que si on habite le 6e étage, le pack de 6 bouteilles, on le sent assez vite. Bah, je te fais pas dire. C'était mon cas. Je passais l'eau du robinet comme ça, moi. Et selon une étude, 8 Français sur 10 boivent de l'eau en bouteille régulièrement. 1 sur 2 boit de l'eau en bouteille tous les jours.
Donc oui. c'est quand même assez conséquent. Alors que 6 Français sur 10 boivent de l'eau du robinet quotidiennement. Donc comme quoi ça montre en fait qu'on a une consommation en général assez mixte. Mais ça a un coût financier très différent. Comme on a beaucoup de buveurs d'eau en bouteille, on allait leur demander, selon eux, combien coûte le prix d'une bouteille. Bah, je sais pas, faut que je demande à ma mère parce que c'est ma mère qui fait les courses. Mais je crois que c'est cher un peu l'eau. Le pack il doit être à 1,50 les 6, donc 25 centimes le litre et demi à peu près. 65 centimes le litre et demi, la bouteille. 1 euro la bouteille. Donc ouais, je pars pas sur des packs, je suis plus à l'unité, on va dire 1 euro. Généralement, c'est dans les 1,20 € le pack de 6. On voit que ça varie pas mal selon les interrogés, Romaric. Ben oui, ça varie beaucoup, ça varie selon les enseignes et ça varie selon les marques surtout. Le prix moyen d'une bouteille d'eau, c'est 67 centimes d'euros. Mais en règle générale, ça va de 20 centimes à 1,50 €. D'accord. En moyenne, ça fait quand même du 44 centimes le litre d'eau, puisqu'en général, les bouteilles d'eau sont d'1,5 litre. Alors, pour comprendre un petit peu ce qu'on a dans ce prix, on a préparé une petite infographie. Évidemment, le tableau magique. Allez, le tableau magique. Le tableau magique. On va commencer à l'adopter. On va voir. Est-ce que tu arrives encore avec ton doigt à le faire apparaître Voilà. On salue quand même Michael qui est en régie et c'est lui qui suit mon doigt. Qui nous fait un travail formidable. Exactement. Et on sait que la synchro n'est pas évidente. Donc voilà, dans le prix d'une bouteille d'eau, donc de 67 centimes à peu près en moyenne, on voit que l'eau ne représente que 2 à 3% du prix. Donc, preuve que l'eau coûte pas si cher. Pas si cher, ouais. Le reste, on va le voir tout de suite, c'est le prix du plastique de la bouteille, en fait, de la bouteille en elle-même. On a aussi l'étiquette, le bouchon. Voilà, pardon, oui, c'était 28-30%. L'étiquette, le bouchon et le carton pour l'emballage, c'est 11 à 13%. La filtration et le traitement, c'est 5 à 7%. D'accord. Le transport logistique, c'est une part énorme aussi, c'est quasiment 30% de manière générale. On a le marketing et la publicité qui sont aussi entre 20 et 30%, on va dire. On a 17-33% et le reste, ce sont des taxes. Donc on voit qu'en fait, l'eau de manière générale, je le disais, coûte finalement assez peu cher. Et ce qui coûte le plus, c'est d'abord le marketing et la publicité. Et on est tous d'accord qu'on boit de l'eau, mais on mange de la publicité pour l'eau un peu tous les jours. Et surtout, le prix, il est très variable en fonction du pétrole, puisque deux des autres points qui coûtent cher dans le prix d'une bouteille d'eau, c'est la bouteille en plastique qui est faite à base de pétrole et le transport qui nécessite de l'essence souvent pour amener l'eau. C'est très clair. Ça peut faire réfléchir sur notre consommation et notre choix entre l'eau en bouteille et l'eau du robinet. Donc, on s'est demandé si ça pouvait faire changer les habitudes des consommateurs. On regarde tout de suite leur réponse. Déjà, les courses, c'est cher. Donc, l'eau, c'est cher. Et en plus, en fait, il faut payer partout, même pour boire. Donc ouais, non, je pense que je passerai à l'eau du robinet. Parce que l'eau, c'est quelque chose, c'est vital. Ouais, non, pour moi, on ne devrait pas payer l'eau. Non, parce qu'il y a un confort dans les bouteilles d'eau. Avec le plastique, maintenant, ils font beaucoup d'efforts sur le recyclage, sur les bouchons, sur toutes ces normes. Donc, alors je sais qu'il y a aussi des organismes assez pertinents et qui travaillent beaucoup, mais je sais qu'il y a énormément de chantiers sur les tuyaux en plomb, sur tout ce qui a été fait en Ile-de-France depuis le début du siècle. Donc ça m'arrive de compléter avec l'eau du robinet, mais pour l'instant, nous, on aime bien l'eau en bouteille. S'il y avait une autre solution qui soit fiable, pourquoi pas, hein, moi ça ne me gêne pas. D'autant que je sais que le plastique n'est pas quand même l'idéal pour l'eau. Je sais que les substances du plastique se retrouvent un peu dans l'eau quand même et ont une incidence sur la sécrétion hormonale. Hein. Donc c'est pas anodin en réalité. Hein. Voilà. Donc s'il y a une autre solution, oui, moi je suis tout à fait pour. Maintenant le prix, quand vous n'avez pas vraiment le choix, comme je vous l'ai dit, voilà, vous passez à la caisse, hein, tout simplement. Hein. Pour ma part, si ça augmente trop, l'eau du robinet. Hein. Enfin, ça m'aurait pas dérangé plus que ça, dans le sens où, un pack, j'en achetais 4 par mois maximum, donc ça me revenait à même pas 10 €. Donc moi, ça me dérangeait pas tant que ça, mais pour les étudiants et les gens en situation de précarité, je pense que ça peut déranger un peu. Mais moi, ça va. Bon, il y a des pour, il y a des contre, Romaric, là. Oui, voilà. Match serré. On n'est pas là pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre. L'eau du robinet comme l'eau en bouteille a ses arguments. On l'a vu, l'eau en bouteille est beaucoup plus chère. Après, pour ce qui est de la qualité de l'eau, c'est pareil, c'est très divisé. Pour faire simple, on va dire que l'eau en bouteille va avoir beaucoup plus de minéraux et d'apports nutritifs, on va dire.
Mais en revanche, il y a beaucoup plus de risques de trouver des polluants, des microplastiques dedans, puisque l'eau du robinet est extrêmement filtrée. D'ailleurs, la plupart des eaux en bouteille ne passeraient pas les tests d'eau du robinet. Mais par contre, du coup, elle a été vidée d'une grande partie de ses qualités nutritives. Bon, merci beaucoup, Romaric, d'avoir étudié le prix de l'eau. Vous avez sûrement déjà commandé un burger ou des sushis devant votre série préférée. Mais est-ce que vous savez vraiment combien ça coûte? Et surtout, à qui va l'argent? Notre journaliste Quentin Meunier, spécialiste de la livraison à domicile, a décortiqué pour nous la facture. Rien que ça. Ouais, chaque semaine, tu vois, tu es spécialiste de quelque chose. Exactement, et c'est ça être journaliste finalement. Oui, parce que Noam, comme tu le dis, on parle beaucoup du prix final payé par le client, mais derrière, la répartition de la facture est parfois surprenante. D'abord, il faut savoir que les plateformes comme Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, comme ça on a cité 3, prennent une commission très salée, entre 20 et 30% du prix de votre commande. Directement, c'est pour eux. Il faut bien qu'ils vivent aussi, ces gens-là. Donc, quand vous payez 30 €, vous pouvez vous dire qu'il y a déjà presque 10% qui partent directement à la plateforme. Ok. Et le livreur dans tout ça? Et oui, au cœur de la livraison, il y a le livreur. Eh bien, le livreur, lui, il ne touche qu'une petite partie. Il est payé à la course, souvent entre 2 et 4 € par livraison. C'est pour ça que les plateformes insistent autant sur le pourboire. C'est quasiment le seul moyen pour que le livreur gagne un peu plus. Et même là, en fait, vous avez aussi vite fait de lui filer quelques petits euros en espèces plutôt que de passer par la plateforme où il y a aussi des frais de service, des pourcentages, toutes sortes de choses, quoi. Et pourquoi alors j'ai toujours l'impression que c'est un peu plus cher que le resto? Et bien parce que c'est vrai, en fait, Noam. Les restaurants ils majorent souvent leur prix en ligne pour compenser justement la commission élevée qui est prise par les applis. Et parfois aussi pour rediriger leur clientèle vers le restaurant en physique ou leur propre système de livraison. Parce que non seulement donc, vous payez les frais de livraison et les frais de service, mais votre plat est plus cher que si vous allez le chercher directement. Ah, et alors du coup, on fait comment pour payer moins? Alors il y a plusieurs techniques. Déjà, quand c'est possible, donc comme je disais, passer directement par le site du restaurateur et ou lui passer un coup de fil. Beaucoup de restaurants proposent ce système-là de livraison et c'est moins cher. Ensuite, les plateformes proposent parfois des abonnements qui réduisent les frais de livraison si vous commandez souvent. J'ai calculé, avec 6 € par mois l'abonnement sur Uber Eats, par exemple, dont on parlait, il faut commander au moins 3 ou 4 fois par mois pour commencer à le rentabiliser. Ah oui. Donc, il faut déjà être un accro de la série sur le canapé. Autre astuce, il faut comparer les applis, parce que parfois, pour le même resto, le prix de la livraison ne va pas être le même selon le service que vous utilisez. Et bien sûr, la solution la plus économique, ça reste d'aller chercher soi-même son plat ou même, attention scandale, de faire à manger soi-même. Oh, wow, quel scandale. Pourquoi pas chasser sa perdrix aussi? Et on peut aussi faire appel à Antoine et sa belle chemise hawaïenne pour préparer à manger. Voilà, il peut même venir avec mes chaussettes si tu veux. C'est pas possible. Merci Quentin. Ils se présentent comme des agents Enedis, mais n'en sont pas. De faux techniciens abusent de la confiance des habitants pour pénétrer chez eux et les escroquer. Un reportage de Thomas Micho-Bielic. Et si la prochaine arnaque toquait à votre porte? Cet été, Enedis a alerté ses clients contre de faux agents et des démarchages frauduleux. La raison, le gestionnaire de réseau électrique l'explique dans un communiqué datant du 24 juillet dernier. Ces pratiques concernent des individus se faisant passer pour des agents d'Enedis ou pour des partenaires de l'entreprise dans le but de soutirer des informations personnelles ou d'accéder au logement. Leur méthode, ils prétextent un contrôle d'installation, une coupure imminente d'électricité ou encore une offre soi-disant urgente et limitée. Certains vont même jusqu'à demander vos coordonnées bancaires. Dernièrement, un duo de faux agents Enedis a escroqué des dizaines de personnes âgées. Estimation du préjudice, 60 500 €. Alors, comment différencier les vrais des faux agents? Enedis rappelle qu'il ne fait jamais de démarchage commercial, ne vend aucun produit ou service, qu'aucune visite à domicile n'a lieu sans rendez-vous préalable ou avis de passage, qu'il ne demande pas vos informations personnelles, mais réclame seulement une confirmation de votre part. Et un petit détail qui peut faire la différence, ces techniciens sont toujours munis d'un badge officiel avec photo et identité. Les faux agents risquent jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende pour escroquerie en bande organisée. Alors si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter directement le service client d'Enedis. Et si vous êtes victime ou témoin d'une pratique frauduleuse, un service antifraude a également été mis en place par le ministère de l'Intérieur.
Voilà, merci Thomas. Chaque semaine, il nous vient avec des idées d'investissement, parfois un peu bizarres, mais il arrive aussi bien souvent qu'il nous donne de bons conseils. Et ouais, ça arrive. Et aujourd'hui, il s'attaque au prêt d'argent, mais sans banque. C'est l'investissement chelou avec Antoine. C'est quoi cette histoire, Antoine, de prêt sans banque? Le prêt sans banque, eh ben, voilà, admettons par exemple, Noam, j'ai besoin de 2000 €. Est-ce que tu as Wero? Est-ce que tu as Lydia? Et puis je te rembourse. Est-ce que tu es plutôt le genre de gars à vouloir du cash tout de suite? Bref, il arrive parfois qu'on ait besoin d'argent pour un projet professionnel ou un achat conséquent, mais pas de quoi le financer, pas de parents à aller gratter, pas de matelas rempli de billets chez mamie, pas de banquier sympa, mais s'il y en a, quand même. Pour faire un prêt à la cool. Hein, salut. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait quoi? Eh bien, on peut toujours avoir recours à ce qu'on appelle le prêt sans banque, donc le crowd lending. Magie, c'est le prêt entre particuliers. Donc c'est la grande question d'aujourd'hui. Investir dans un prêt à quelqu'un, du côté des prêteurs, est-ce que c'est chelou? Disons que c'est pas très courant. C'est pas assez courant, en tout cas, pour y passer d'emblée, parce que c'est un type d'investissement qui est assez récent. On appelle donc cela le crowd lending, un terme dérivé du crowdfunding auquel tu as peut-être déjà eu accès auparavant et qui pourrait tout simplement être donc traduit par prêt entre particuliers. Ce n'est pas une traduction littérale, mais peu importe. D'un côté, on trouve donc une communauté d'emprunteurs qui souscrit à des crédits à la consommation, avec des taux avantageux, on va dire, par exemple, ou qui sont, par exemple, des entreprises qui cherchent de l'argent. De l'autre, on a une communauté d'investisseurs. Eux, ils vont prêter leur argent pour une durée déterminée, assez courte en général, et échelonnée avec des remboursements et des intérêts. Et donc, au milieu de tout ce petit pataquès, on a des plateformes que vous trouverez facilement sur le web. Il y en a vraiment plein, dont des françaises d'ailleurs, on peut le préciser au passage. Cette forme d'investissement, elle est généralement donc considérée comme plutôt solidaire, mais ça ne veut pas dire que ça ne rapporte rien. Au contraire, je passe aux chiffres vite fait. On verra tout à l'heure qu'il y aura d'autres chiffres qui seront annoncés par quelqu'un qu'on a interviewé, mais voilà ce que j'ai trouvé en ligne. Les intérêts d'abord, environ 2 à 3% avec une rémunération d'environ 5% par an pour le prêteur selon la durée du placement. On n'oublie pas évidemment les prélèvements sociaux ordinaires obligatoires qui vont s'élever à environ 15% du total perçu. Donc pour en parler, on a interrogé l'expert Andreas Mack qui est déjà intervenu sur le plateau de 20 minutes TV par le passé pour livrer ses bons conseils en matière d'investissement et de revenus passifs et de gestion en finance à la maison. On l'écoute. Alors le crowdfunding, c'est un mode de financement participatif, c'est-à-dire qu'il y a des particuliers qui vont se regrouper et prêter de l'argent à d'autres particuliers ou à des entreprises pour les aider à développer un projet et en échange, ils vont recevoir des intérêts. Donc en général, ils passent par des plateformes intermédiaires qui font le lien entre l'emprunteur qui va avoir un projet, donc ils vont analyser la solidité financière de l'emprunteur et sa capacité à rembourser le prêt, et les particuliers et investisseurs qui vont vouloir investir avec des petites sommes. En général, le crowdfunding, ça va être accessible à partir de 10 ou 50 €. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont mettre des petites sommes et réunies, ça va pouvoir financer des gros projets. L'intérêt de ce type de placement, c'est qu'on peut se diversifier dans plein de projets. Typiquement, quelqu'un qui veut investir 1000 € peut mettre 10 € dans 100 projets différents. Donc, avoir une grande diversification, prêter à des dizaines, voire des centaines d'entreprises, même avec un petit budget, et avoir un taux d'intérêt qui est supérieur à des placements traditionnels. En général, le crowdfunding, ça va rapporter entre 8 et 12% par an, avec une fiscalité annuelle de 30%, donc on va tomber sur du entre 6 et 8% par an d'intérêt. Quand on fait des placements, que ce soit en bourse ou en crowdfunding, on a plus d'intérêt. La bourse rapporte en moyenne 10% par an depuis des décennies, mais par contre, il y a une forte volatilité, c'est-à-dire que le placement, il varie parfois à la hausse, parfois à la baisse. Et le crowdfunding, on a aussi des risques. Alors là, le placement ne varie pas, c'est plutôt un risque de perte en capital. C'est-à-dire qu'on va généralement soit tout récupérer, soit tout perdre. Donc les risques qui sont différents, ça correspond à des profils d'investisseurs différents. Et évidemment, l'idéal, c'est pas de tout mettre dans le même investissement, mais plutôt de se diversifier de manière intelligente pour avoir d'un côté de la sécurité et d'un côté du risque et du rendement. C'est pas des investissements qu'on fait sur 20 ans ou sur 30 ans comme l'immobilier ou la bourse, c'est plutôt des projets qui vont durer quelques semaines à quelques mois ou années.
En moyenne, on a des projets autour de 1 à 2 ans, donc c'est vraiment des placements à court et moyen terme, avec des rentabilités, donc des intérêts qui sont versés tous les mois ou à la fin du projet. Mais en général, c'est des projets assez courts avec des versements d'intérêts qui sont mensuels. Donc ça fait des compléments de revenus sans s'engager sur des investissements sur 10 ans ou sur 30 ans. Voilà, c'est clair. On sait tout. Je rappelle juste au passage qu'on peut bien entendu retrouver les comptes d'Andreas Maack sur toutes les plateformes et sur andreasmaack.com. On vous mettra ça en description. Alors, Noam, est-ce que tu es tenté par l'aventure du prêt Je vais réfléchir. Pas tout de suite. Je vais réfléchir. Non. Je vais demander à mes amis milliardaires, justement. Tu as vu la transition? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine. Et oui, parce qu'il est temps de s'intéresser à nos amis milliardaires. Je ne pense pas qu'eux aient des problèmes de prêt, justement. Mais en tout cas, la BCE, quoi. Ouais, ils ont des choses à nous raconter et c'est tout de suite. Oh, qu'est-ce qui se passe, ce genre-là? Il a pas l'air en forme aujourd'hui. Alors, ça va pas très fort. Ah là, non, pas du tout. C'est la tuile. C'est la tuile. La cheville. Eh ben, en fait, j'ai un gala de charité ce soir. Ok. Et ce matin, dans cours de squash, la cheville a vrillé. Mince. Le problème, c'est que j'avais un essayage de bottines Gucci cet après-midi. Voilà, donc impossible. Je crois que je vais devoir mettre 2 fois les mêmes chaussures. Non. Bah ouais. Non. Écoutez, là, ça commence à monter. Je préfère qu'on parle d'autre chose. Je sais pas. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous êtes collectionneur, messieurs? Est-ce que vous avez des petites collections? Ouais. Enfin, voilà, oui, j'ai collectionné des pins quand j'étais plus jeune. Ouais, ok, très sympa. Des images Panini pour moi. Ah, ok, très sympa. Moi, je collectionne les peaux mortes. Les peaux mortes, très bien, ouais, super, ok. Moi, pas du tout, je collectionne les succès, messieurs. Évidemment, c'est vrai. Alors, sur le plan donc, des collections, alors, il y avait les pins, il y avait les timbres, etc., les cartes Pokémon, très sympa. Moi, je vais vous parler d'une collection qui est enrichissante et qui est saine pour le corps et l'esprit. C'est la collection des objets Louis Vuitton. Ah. Tu tapes haut là. Ouais, alors on y va. Alors, comme disait mon grand-père Louis Edmond, pour faire une vraie collection, il faut que ça coûte une blinde. Oui. Voilà, parce que sinon c'est pas une vraie collection. Alors si comme moi, vous êtes fan des produits Vuitton, on aurait pu faire Chanel, on aurait pu faire Dior. Vuitton, moi c'est mon petit dada. Okay. Si vous êtes des Vuittonix comme moi, vous avez déjà en votre possession les indispensables. Alors, le sac à main Speedy, le portefeuille Louis Vuitton, la ceinture, le sac de voyage, le collier en diamant, la montre, ils existent tous, évidemment, la serviette de plage, le coussin, la casquette, la banane, le maillot du PSG. Si vous êtes fan du PSG, vous n'êtes pas passé à côté. Et bien sûr, j'en termine avec la malle Louis Vuitton, la fameuse malle magnifique, hyper pratique, très facile à ranger. D'ailleurs, si vous aimez la malle, vous avez peut-être essayé de voler la malle de la Flamme Olympique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, celle-ci, elle était magnifique. Ah ouais. Voilà, difficile à procurer. Ah ouais, mais ça prend de la place quand même, tout Alors, ça. C'est ça le problème. Comme toute collection, et surtout avec des produits Vuitton, c'est que le penthouse, il est extensible, il est toujours extensible. Mais jusqu'à un certain niveau, ça commence à être petit. Mais Louis Vuitton a trouvé la solution, puisque Magie, la marque vient de sortir sa propre gamme de cosmétiques. Alors, elle s'appelle La Beauté. Et on va pouvoir donc collectionner du maquillage. Alors c'est génial parce qu'en fait ça fait plein de petites figurines à collectionner en plus. On a 55 rouges à lèvres, 10 baumes, 8 palettes de fard. On va pouvoir les accumuler. Alors surtout, le top du top, c'est que le boîtier dans lequel est enfermé le rouge à lèvres, c'est une minimale Vuitton. C'est génial. Voilà, donc plus besoin de sortir le Porsche Cayenne pour sortir votre malle Vuitton. Vous pouvez la mettre dans la poche de votre pantalon, un pantalon qui sera un pantalon Vuitton. Oui, très bien. Mais qu'est-ce qu'on suit? Merci d'avoir suivi. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup, Jean, d'être venu. Merci à tes amis milliardaires. Oh, ça va aller, t'es sûr? Ça me reprend. Parce que sinon, on peut appeler l'infirmerie. Ma sœur. C'est la fin de cette émission. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos contenus sur 20minutes.fr et sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine.